Bon, eh bien écoutez, il est 18h02, donc nous allons commencer ce webinaire mensuel qui va nous réunir pendant, je pense, bonsoir Claude, pendant 1 heure et demie. Alors on va regarder tout de suite le programme. Le programme il est assez classique hein, sur ces webinaires. Tout d'abord, surtout dans des périodes, dans des situations comme maintenant de faire une analyse de la situation économique actuelle, les conséquences sur les marchés financiers. On va faire une rapide revue technique des marchés en regardant les gros actifs, ceux qui font bouger les marchés ou mondiaux ou français. Et puis, à l'analyse des actifs du moment. Alors, en fait, je ne vous ai pas présenté à titre personnel énormément de choses parce que j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de demandes et je ne pourrais pas, même pas traiter toutes les demandes, même je crois assez largement, toutes les demandes qui m'ont été faites. Donc, j'ai fait une sélection. Donc, je vais faire au mieux pour satisfaire tout le monde. Alors, première partie, donc l'analyse de la situation économique actuelle. Donc, on retrouve des éléments qu'on avait vu le mois dernier. D'abord, donc, le problème numéro un aujourd'hui, c'est la forte montée de l'inflation des deux côtés de l'Atlantique. Donc, ça, c'est une slide que j'ai déjà montrée le mois dernier. La seule chose, c'est que j'ai actualisé avec les chiffres. Donc, en zone euro, on a une inflation en mai à plus 8,1% alors qu'on avait 7,7 attendu et on avait 7,4 en avril. Donc on continue à bien monter. Aux US, on avait 8,6 sur mai. Pour 8,3 en avril, on continue à monter. Taux de croissance qui recule, évolution du PIB. On verra un graphique tout à l'heure. Et puis, ben, j'ai remis des éléments de croissance tels que je les avais montrés déjà le mois dernier, mais comme c'est trimestriel, tant qu'on n'aura pas fini le trimestre et qu'on aura les résultats du Q2, je resterai sur le Q1. Donc surtout bien rappeler que aux US, on a eu une croissance qui était négative au premier trimestre, et en zone euro, on est quasiment flat. Alors, voilà l'inflation mondiale. Ça, c'est également un graphique que j'ai montré le mois dernier, mais je l'ai actualisé à mai, à savoir donc les pays en développement. Alors, c'est eux qui, entre guillemets, trinquent le plus, dans la mesure où eh bien, la majorité des éléments des achats se font en dollars et que le dollar est très élevé, que les prix des matières premières ont augmenté d'une manière considérable. On regardera tout à l'heure l'indice des matières premières, l'indice CRB. Donc, ce sont eux qui subissent le plus les problèmes d'inflation mondiale. Donc, sur le monde au total, on est à 11,1 et dans les pays développés, on est à 7,2. Mais on voit que, eh bien, on continue à monter. L'inflation US, bon, on la voit ici, hein, on voit son évolution. Ça aussi, c'est un graphique que j'ai actualisé sur mai, et donc on voit cette montée. Bon, on a un sentiment quand même que on commence à avoir une décélération de la pente. On en reparlera tout à l'heure. La question qu'on peut se poser, est-ce que on est près du pic d'inflation? C'est un peu tôt pour donner une position, mais eh bien, on essaiera de voir quelques éléments à ce sujet. Et peut-être que le mois prochain, j'essaierai de faire un développement justement sur la position où on se trouve par rapport à l'inflation, en faisant référence à un certain nombre de statistiques. Alors, les perspectives économiques à moyen terme, elles ne sont pas extraordinaires. Bon, il a échappé à personne qu'on est en situation de marché baissier. On va revoir tout à l'heure notamment le S&P et le CAC. Eh bien, les deux sont dans une tendance baissière. Donc, une inflation qui est importante. Donc, on a un fléchissement de la consommation des ménages parce que, du moins pour le moment,
eh bien, les salaires, les revenus ne suivent pas. Et de même, les allocations diverses et variées venant de l'État ne suivent pas pour l'instant. Donc, on a une situation qui est très difficile pour un certain nombre de ménages, tous les ménages des catégories populaires. Et puis, eh bien, quand l'ambiance n'est pas bonne, on verra tout à l'heure un graphique de la confiance des consommateurs. Eh bien, quand vous n'êtes pas en confiance, ben, vous n'avez pas envie de consommer, vous êtes inquiet et vous épargnez. Donc, on va vers un recul des résultats des entreprises et de l'investissement. On reviendra tout à l'heure sur ce phénomène. Il y a deux éléments qui jouent. Celui qui est juste derrière, c'est la progression des taux d'intérêt, premier élément. Et puis, il y a des entreprises, toutes les entreprises, pardon, n'ont pas forcément un bon pricing power, c'est-à-dire la possibilité commerciale de passer les augmentations qui permettent de faire face à la hausse des coûts d'approvisionnement et des coûts d'une manière générale, du prix de revient des produits. Alors pour les sociétés qui se trouvent dans la grande distribution ou qui se trouvent dans des secteurs comme celui-là, eh bien, les courbes, si on regarde un carrefour, par exemple, bon, c'est quand même plutôt, ou un rallye, c'est plutôt une descente aux enfers. La progression des taux d'intérêt, bon, c'est un phénomène dont on a déjà parlé et on va continuer à en parler. Et puis, donc, la question qu'on a posée, une inflation toujours élevée, la question est surtout, est-ce que le pic est proche? Est-ce qu'on voit le bout du tunnel? Donc, j'en parlerai un peu plus le mois prochain. Alors, que j'indiquais tout à l'heure, ce phénomène donc de la confiance des consommateurs et les derniers chiffres qui sont parus, eh bien, montrent que on est sur un plus bas de 8 ans. Dans des périodes où il y avait eu bon, pas mal d'attentats. On est plus bas que la période des Gilets jaunes et encore plus bas que sur la pointe basse du Covid. Donc, on est dans une situation où la flambée inflationniste plombe la confiance des ménages et plombe ou doit plomber la consommation. Alors, que ça plombe la consommation, on verra que c'est aussi un des moyens de refroidir l'économie de manière à ce que eh bien, la demande se réduisant, eh bien, les prix reviennent à des niveaux plus abordables. Le PIB, donc on en a parlé. Donc voilà un graphique que j'ai déjà présenté, mais qui est actualisé. Oui, donc c'est actualisé. Je crois que c'est un graphique qui est sorti hier, je crois, donc sur juin. Et on voit que à la fois France et zone euro, on est en train gentiment d'aller vers une croissance en volume nul et au niveau mondial, eh bien, une croissance qui est de l'ordre de même inférieur à 2%. Alors, les prévisionnistes et même la vision des économistes de la BCE, pour l'instant, sont sur des niveaux plus élevés et je crains qu'ils soient rapidement obligés de réduire leurs estimations. Bon, ça, on le verra à la prochaine réunion de la BCE au cours du mois de juillet. Donc, on est sur une phase de refroidissement de l'économie, situation, je dirais, relativement classique quand on est dans des schémas d'inflation forte. Alors, euh, aujourd'hui, on s'aperçoit que qui est véritablement à la manœuvre? Pour l'instant, les États le sont finalement relativement peu, et c'est la Fed qui donne la mesure à l'évolution actuelle et à la bagarre contre l'inflation.
il y a eu une attitude, on en a déjà parlé dans des mois précédents, où la Fed était plutôt timide. Pendant très longtemps, on nous a expliqué que l'inflation était temporaire. Il suffirait que les usines chinoises repartent correctement, qu'il n'y ait plus de problème de transport depuis la Chine, qu'on trouverait qu'il y aurait des containers et que les stocks se reconstitueraient auprès des distributeurs européens. Pour l'instant, on n'en prend absolument pas le chemin. D'abord, la Chine est toujours très confinée. Elle est sur des schémas de production industrielle qui sont très inférieurs à ce que l'on a connu. Donc, le problème de l'approvisionnement en provenance de l'Asie du Sud, l'Asie, de la Chine notamment, n'est pas résolu. Il a fallu tout d'abord que M. Powell explique que ce n'était plus de l'inflation temporaire et que c'était une inflation qui était structurelle, qu'il a commencé à nous expliquer, on nous a expliqué que le pic, on l'aurait en mars, après on nous a dit que le pic, on l'aurait en mai-juin, et lors de son audition, M. Powell, devant la Chambre des représentants et le Sénat la semaine dernière, elle a expliqué que le pic, on l'espérait pour l'automne. Donc pour l'instant, la maîtrise de l'inflation ne marche nulle part, et c'est pour ça que la Fed a décidé de sortir, comme j'ai écrit en dessous, de sortir les armes lourdes. Donc pour commencer, ils ont au mois de mars, pour les réunions du mois de mars et celles du mois de début mai, donc ils ont commencé euh, à monter les taux. Après la réunion des 15 et 16 juin, on est c'est toujours une fourchette au niveau du taux d'intervention, c'est toujours une fourchette, c'est 1,50, 1,75. L'attente pour la réunion des derniers jours de juillet, c'est de monter à 0,75. Donc, ce qui nous fera une fourchette si ça finit comme ça. Et c'est probable, je crois que c'est à peu près pricé par tout le marché, eh bien, on se trouvera dans une fourchette de 25, de 50. Et l'objectif annoncé par M. Powell pour la fin 2022, c'est 3,4. Alors, on est encore à des taux qui sont quand même élevés, des taux courts qui sont élevés. On regardera comment les choses vont se passer, voir s'il y a une connexion ou pas avec les taux longs. A priori, il n'y a pas théoriquement de raison qu'il y ait connexion entre les deux. Et on a déjà connu des situations d'inversion des taux, qui est le fait des gens s'endettant à long terme pour le prêter à court terme. On a connu cela en France au début des années 90, où les taux court terme étaient à 10% et les taux long terme étaient à 5%. Donc on avait des gens qui s'endettaient à 5% pour les replacer à 10%. Et puis quand les taux court terme sont redescendus à 1 ou 2%, eh bien, ils se sont trouvés en mauvaise situation parce qu'ils payaient du 5 pour encaisser du 2. Donc, il faudra voir cette déconnexion parce qu'elle est importante, justement par ce phénomène qui est un peu un phénomène de carry trade et qui est un phénomène aussi qui peut, si les taux longs suivent et continuent à monter, ils sont à peu près aux États-Unis aux alentours de 3,2 à l'heure actuelle, eh bien, les conséquences pour l'investissement seront significatives. Et en fait, on se rend bien compte que l'objectif de la Fed, et puis, j'aurais tendance à dire que les vieilles méthodes que l'on a connues dans les années 70, 80, pratiquement partout en Europe et dans le monde, pour combattre l'inflation, eh bien, la méthode, elle est claire. Donc, on gèle l'économie, on réduit la demande, de manière à ne pas peser sur une progression des prix. Donc, s'il y a une réduction de la demande, eh bien, moins de demande, eh bien, les prix ont plutôt tendance à baisser. Mais s'il y a moins de demande, il y a aussi une réduction de la croissance. Donc, et s'il y a une réduction de la croissance, une augmentation des taux d'intérêt et une inflation toujours élevée, eh bien, on assiste à une réduction des résultats des entreprises
Et s'il y a moins de demandes, eh bien, il y a plus de chômage, tout simplement parce que l'activité économique se réduit et donc le chômage remonte et on sort de cette spirale inflation, salaire, salaire qui suivent l'inflation. On avait même dans les années, au début même avant, dans les années 75-80 en France, et même au-delà, je crois, on avait carrément un système d'indexation des salaires sur les prix, sur l'inflation, de manière à ne pas provoquer de choc social. Donc, la Fed a véritablement décidé de sortir les armes lourdes pour combattre l'inflation. Alors, il y a un point une différence entre la situation aux États-Unis et la situation en Europe. Aux US, on a des salaires qui suivent relativement de près l'inflation, puisqu'on était à plus 6% sur un an, dernière statistique du mois de mai. Donc, euh, pourquoi? Parce qu'on a une forte tension sur l'emploi. On est dans une situation aux États-Unis qui est quasiment de plein emploi, on peut le dire, hein, avec un chômage à 3,5%. Donc, la spirale prix-salaire, bah, elle fonctionne, elle marche. Donc, ça entraîne une nécessité d'autant plus forte de restreindre la demande des consommateurs, puis derrière, avec la hausse des taux, l'investissement des entreprises, avec donc ces hausses de taux. Donc la croissance, on a vu, elle recule déjà aux États-Unis de manière significative. Ça ne se retrouve pas pour l'instant véritablement au niveau de l'emploi. On est toujours aux alentours de 3,5, 3,5, 3,6 de taux de chômage, avec des salaires qui continuent à suivre l'inflation, avec un petit retard, mais à suivre. Alors, l'objectif, l'espoir de la Fed notamment, c'est que il vaut mieux appliquer pendant un temps raisonnable un remède de cheval, de manière à revenir le plus longtemps possible et ne pas s'installer dans un schéma d'inflation importante qui entraînerait une grosse situation de stagflation et on serait véritablement dans des situations de réduction de la croissance et là qui entraîne des catastrophes, même des croissances négatives et qui entraînerait des catastrophes sociales importantes. Alors, il y a des chiffres que donnent les économistes des banques centrales, que donnent les grandes sociétés de suivi, hein, comme Standard Poor's et autres. Donc, qui donnent, moi je veux bien, bon, je les cite, hein, qui anticipent donc un retour sous les 3% dès 2023-2024. Alors, ceux qui ont, comme moi, l'expérience de la fin des années 70 et des années 80, ben, on a quand même pu noter que c'est pas rapide. Il nous a fallu quand même à l'époque entre 5 et 7 ans pour revenir à des niveaux d'inflation qui étaient normaux. Alors, bon, alors il y a des phénomènes qui sont un peu différents aussi, hein. Il y a une flambée des matières premières. On va voir où on en est sur les matières premières tout à l'heure. C'est sûr une baisse significative de l'activité économique se traduira évidemment par une baisse très, très insensible, avec même de l'effet de levier sur les coûts des matières premières, ce qui devrait accélérer effectivement le retour vers des niveaux plus normaux. On reparlera tout à l'heure effectivement de la composition aux États-Unis de l'inflation. En Europe, on a une situation qui est assez différente. Euh, Tout d'abord, enfin, je ne l'ai pas mis là. Tout d'abord, on est dans un système où l'inflation, elle est très majoritairement importée. Ce sont avant tout les problèmes d'approvisionnement en provenance de la Chine, les problèmes de l'énergie d'une manière générale, que ce soit pétrole, gaz, qui est un des facteurs importants de l'inflation. Alors qu'aux États-Unis, on a vu que la spirale prix-salaire était complètement engagée.
Alors, on a de la part de la BCE une situation qui est moins claire, ambiguë et donc pas forcément très contrôlée. Le, euh, Lors de la dernière réunion de la BCE, il y a quelques semaines, je crois que c'était autour du 15 juin de mémoire ou du début du mois de juin, on a eu un discours extrêmement volontariste de Madame Lagarde qui a eu des conséquences directes sur l'euro, sur les indices européens. Mais en fait, bon, elle a annoncé, comment dire, une petite cartouche. Une première hausse de taux prévue pour juillet est à plus 0,25%, alors qu'on est sur des inflations en Europe qui sont autour de 7-8. Donc 0,25, je ne sais pas véritablement ce que ça va donner. Alors, il y a deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est qu'on était toujours dans une situation où la BCE rachetait des actifs, alors que la Fed avait déjà arrêté non seulement de racheter des actifs, mais depuis le 1er juin, la Banque centrale américaine a commencé à réduire la taille de son bilan, c'est-à-dire à revendre sur le marché secondaire des actifs, des dettes des États, a commencé à en revendre pour, je crois, 45 milliards de dollars et indiquant qu'elle remonterait à 95 milliards de dollars à la fin du mois de septembre. Pour l'instant, la Fed va arrêter au mois de juillet le quantitative easing. Il était quand même largement temps. Et l'autre problème qui se pose, qui gêne, et dans à la fois si vous revoyez le communiqué de presse de la BCE après la décision sur les taux et le discours de Madame Lagarde dans sa conférence de presse, leur inquiétude, c'est ce qu'on appelle donc, le risque de fragmentation sur le marché de la dette en Europe, à savoir avoir un spread qui s'écarte de manière excessive entre les pays forts et les pays faibles. Alors quand je parle des pays forts, bien entendu, on parle de l'Allemagne, et quand on parle des pays faibles, eh bien c'est essentiellement tous les pays du Sud. Et non, j'avais pas dû le montrer le mois dernier, j'aurais pu l'indiquer. Et effectivement, le spread entre le 10 ans, le 10 ans italien et le 10 ans allemand, eh bien le spread, il est parti haut. Donc, ce qui fait peser des risques sur l'accès et sur la possibilité de placer les nouveaux emprunts que ces pays, tous les pays du Sud, France compris, ont besoin. Au niveau de la France, eh bien, on est passé très rapidement au-delà de 2%. Hein. Il y a quelques mois encore, on était à moins 0,3, moins 0,4. On a passé les 2%. Donc, sur le plan budgétaire, eh bien, ça a des conséquences significatives. L'Italie est actuellement à 3,6 ou 3,7. Donc, ce qui donne des niveaux qui eh bien, fragilisent les pays faibles et qui va doublement dans le fait eh bien, d'avoir une vraie prime de risque et puis ben, sur les budgets des États. Alors, il faudra quand même que la BCE, elle prenne vraiment le taureau par les cornes un peu plus que le discours de Madame Lagarde. Elle s'est énormément engagée depuis deux conférences de presse à un resserrement monétaire, alors certes progressif, c'est pas possible maintenant d'y déroger, ce serait se dédire et perdre tout crédit. Donc, et la conséquence donc de cette politique et l'évolution de cette politique, eh bien, entraînera obligatoirement un affaiblissement de l'euro. Alors, tous ces problèmes ont été évidemment amplifiés avec la guerre en Ukraine, puisque, eh bien, on a à la fois un renchérissement du coût et de la disponibilité de l'énergie. Les Russes, eh bien, nous faisons payer les sanctions en ben, commençant à
couper une part de l'approvisionnement de l'Europe en gaz. Donc on devrait avoir une consommation, et on commence à l'avoir, on a vu le graphique de la confiance du consommateur, une consommation qui devrait se réduire en 2022, puis de l'investissement en 2023, et puis une réduction de la production industrielle que l'on va voir. Alors, cette fameuse production industrielle, donc ça, c'est les derniers chiffres qui sont sortis, c'est en glissement annuel et c'est pour le mois c'est avril ou mai. Donc, on voit qu'en zone euro, on est déjà passé à on est déjà passé négatif. Au niveau des États-Unis, on restait encore en production à un niveau qui était significatif, 5,7, et le monde 3,8. Mais la zone euro est de manière très claire la première touchée par la réduction de la production industrielle. Alors, très rapidement, et c'est un graphique que j'ai déjà présenté, mais c'est pour bien comprendre la constitution de l'inflation US, on voit que eh bien, ce que j'appelle donc le sous-jacent, c'est-à-dire l'inflation corps, c'est-à-dire sans l'énergie et l'alimentaire qui sont des éléments qui peuvent fluctuer rapidement au fil des cours, pour l'alimentaire, des catastrophes naturelles. Et on voit que eh bien, le sous-jacent d'inflation, il n'est pas à 8,3, mais on a un sous-jacent qui est aux alentours de 4%. Et effectivement, si les prix de l'énergie peuvent commencer à se réduire, ça aura aussi des conséquences sur les prix de l'alimentaire. Et effectivement, là, on repartira à la baisse de manière significative. Alors, ça, c'est un graphique, je vais y aller très rapidement, un graphique, pardon, une slide que j'ai déjà montrée sur le fond, je l'ai un petit peu modifiée. Donc, on est toujours dans ce schéma de crise obligataire, montée des taux. Donc, un nominal qui est des obligations qui est à la fois en baisse en valeur absolue et puis avec des valeurs qui sont, elles aussi, rongées par l'inflation. Donc l'immobilier, on l'a vu, ne progresse plus et l'or est plutôt décevant. Il reste en fait pratiquement que les marchés actions aujourd'hui en étant extrêmement sélectifs. On continue sur le mois à voir la progression donc, de la value par rapport aux valeurs de croissance. Alors on va voir tout à l'heure quelques indices sectoriels du stock 600. Donc j'ai mis en exergue quatre secteurs qui sont actuellement qui se portent le mieux. Donc, c'est l'énergie, les télécoms, la santé et les ressources de base. Donc, on trouve essentiellement des secteurs qui sont des secteurs défensifs de la value. Et les secteurs délaissés, eh bien, c'est le luxe, la techno, l'immobilier et les secteurs de distribution. Voilà. Alors, on va maintenant passer sur la plateforme. Je suis allé trop vite. Voilà. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que je n'ai pas été sorti. Non, ça a l'air de fonctionner. Alors, on va commencer par aller sur les secteurs du stock 600. Non, c'est pas ça. Il faut que j'aille là. Et il faut que je descende. Voilà, stock 600 Europe 600. Si vous n'avez pas l'habitude, n'hésitez pas à le regarder. Alors, on va regarder les secteurs, quelques secteurs en vision hebdomadaire. Ça ne sert à rien à les regarder en vision quotidienne. C'est véritablement le trend qui est important. Donc, on va aller là-dessus. Je vais reprendre les secteurs que j'avais prévu de vous montrer. Voilà. D'ailleurs, c'est les secteurs dont j'ai parlé. On va attendre que le logiciel se charge. Alors, on va commencer par les secteurs qui fonctionnent bien. Je vais commencer par le oil and gas, si je le trouve. Voilà. Donc là, je suis, comme je l'ai indiqué, en graphique hebdomadaire. Donc, on a là un graphique qui est en gros sur 15 mois. Donc là, ce n'est pas une surprise.
on est sur une tendance qui est totalement, totalement haussière, mais une tendance qui commence quand même à avoir une vitesse, une évolution qui est plus faible. Vous voyez, dans le dernier mouvement haussier ici, qui a commencé au mois de septembre de l'année dernière, donc c'est un mouvement qui a quand même maintenant pas loin de 10 mois, on a nos bandes de Bollinger. Là, je suis sur le logiciel VBA hein, de Wall Data pour ceux qui l'utilisent. On a des bandes de Bollinger eh ben, qui sont constamment, la bande de Bollinger haute comme la base, sont constamment haussières. On est dans ce qu'on appelle un peu une phase 3. Et dans cette phase, il y a un élément qui est très important, c'est le fait qu'on n'a aucune clôture en dessous de la moyenne mobile 20 périodes. Alors ceux qui ont dans le passé, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, donc suivi les formations que j'avais faites sur VBA, c'était un élément de suivi très important que j'avais expliqué. Et j'avais expliqué le pourquoi. Et là, il vient de se produire, il y a quelques semaines, un premier incident sur cette tendance haussière, qui est tout d'abord l'ouverture d'un gap baissier ici, une longue bougie rouge dans la semaine, il y a 15 jours, dans la semaine du 13 juin, et pour la première fois, on a clôturé en dessous de la moyenne mobile 20 périodes et on voit que déjà les bandes de Bollinger se sont mises à plat. Donc on est parti très clairement à minima dans une pause de la tendance actuelle. Donc on devrait s'attendre là aussi, logiquement, toujours pareil, à minima, de rentrer dans une phase de consolidation, soit une phase de consolidation horizontale, soit eh bien, on peut un retournement de situation. Et là, il faudra observer ces deux niveaux. Le premier, c'est 292 ici, et le deuxième qui est très important, très très important, c'est celui-là, qui est à 263. Pourquoi important? Parce que vous voyez, on a une tendance haussière. Ici, on a fait un plus haut, on a fait un plus bas, on est monté en ligne droite, on a fait un nouveau plus haut. Donc, si on casse ce niveau, si on fait un plus bas que le précédent, la tendance haussière, donc de long terme, serait invalidée. Donc, c'est les niveaux véritablement qu'il faut surveiller. Il faut déjà, dans un premier temps, réussir à reprendre 315, ou sinon 292, 263. Ensuite, on va regarder la santé, toujours en hebdomadaire. Voilà. Alors, on aurait pu montrer le CAC et le S&P, mais vous les avez déjà vus. On est dans des tendances qui sont baissières. Là, pour le moment, on n'est pas en tendance baissière. On n'est pas loin, hein. On n'est pas, on est toujours, excusez-moi, on est toujours en tendance haussière. Dans la mesure où, bah, pareil, théorie de dos, hein, on fait des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas. On avait le dernier plus haut, il était ici. Le dernier plus bas, il est là. Enfin, l'avant-dernier plus haut, pardon, il était ici. Le dernier plus bas, il était là. Le dernier plus haut, il était là. Et on a véritablement sauvé de justesse notre tendance haussière. Non seulement on l'a sauvé, en plus on est sur un niveau de polarité, ici. Vous voyez, c'est un niveau, une zone, hein, j'aurais pu même monter un peu plus. Donc c'était un niveau de résistance, un niveau de résistance, un niveau de support, un niveau de support. Donc 900, 960, l'index 960 est un niveau extrêmement important sur le futur du secteur. On est maintenant, on peut considérer que l'on est rentré dans quasiment dans un range. On a une tendance qui est plate pratiquement, hein, puisque regardez la moyenne mobile à 20 périodes, elle est plate. Les bandes de Bollinger sont plates. On va regarder les télécoms. On a un schéma un petit peu similaire. Alors lui, bien entendu, 2020, il a énormément baissé, hein, et on revient progressivement vers des niveaux. Alors, pardon, voilà.
Donc on est depuis mars 2020, eh bien on est dans une tendance haussière, un plus bas en mars, un plus haut, un plus bas, plus haut, un plus haut que le précédent, un plus haut que le précédent. Donc notre tendance haussière est toujours sur les télécoms, elle est toujours d'actualité. On pourrait d'ailleurs se poser la question si il faut considérer ce point ou s'il faut considérer le plus bas ici. J'aurais presque tendance à considérer ce niveau et considérer que là, on a une mèche qui est un excès de marché. Ça, c'est l'analyse technique, elle ne donne pas, comment dire, ne donne pas de position extrêmement ferme, extrêmement claire. Donc, je surveillerai quand même le 206 et le 214. Donc, pour l'instant, on est également donc sur un schéma, donc indiqué, un schéma plutôt de range, donc de tendance horizontale. Mais par rapport au reste des marchés, c'est un des secteurs qui se porte bien. Alors, on va voir quelques secteurs pour qui, eh bien, c'est pas la même chose. On va regarder la techno, évidemment. Donc, la techno, eh bien, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est le moment de revenir sur la techno? Pour moi, c'est trop tôt. Le niveau que je commencerai à regarder d'une manière très intéressée, c'est ce niveau ici à 607. Hein, vous voyez, c'est un niveau de polarité. Donc, ça a été un niveau de résistance, un niveau de support. Il a tenu pendant quelques temps, on a rebondi, on l'a recassé, on est revenu le tester et on est repassé en dessous. Donc, euh, le franchissement de 607 serait certainement un indicateur comme quoi on peut commencer à envisager à revenir sur les valeurs technologiques. Là, j'ai laissé euh, des retracements et des extensions de Fibonacci que j'avais depuis quelque temps, hein, et juste pour montrer que eh ben, la puissance également de la prédiction de des retracements, vous voyez, on a un retracement pile poil sur le 38.2 et les extensions. Et en général, quand on fait un 38.2, eh bien, on va à minima sur le 61.8. Et c'est ce qui s'est passé. Le 61.8, il est là. Et en fait, on a trouvé un support sur le 61.8. C'est quelque chose de tout à fait classique, caractéristique. Donc, c'est quelque part bon signe que l'on ait un rebond ici. Mais pour moi, hein, c'est 607 qui permettra de recommencer et à se poser des questions sur la technologie. J'avais également, où est-ce qu'il est le retail? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, si je le trouve. Bon, on va mettre tout ce qui est, donc on a parlé immobilier, construction et autres. Voilà donc la promotion immobilière, real estate. Bon, il n'y a pas besoin de faire de dessin. Il est très clair que pour l'instant, on n'a pas touché le bas. Vous voyez, vous voyez les rebonds. On avait un premier rebond un peu significatif. Regardez le deuxième, il est plus petit. Et là, à moins qu'on continue, le troisième, il est encore plus petit. Ce qui veut dire que, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui pensent qu'ils vont faire des achats à bon compte en rachetant du real estate. Le retail, il y a à peu près la même chose, hein, on est tout à fait, on n'est pas, pas très loin. Et on est peut-être sur un point bas ici, hein, je vais le mettre là. On est sur un point bas pour deux raisons. La première, bien, vous voyez que je suis en hebdomadaire, hein, la bande de Bollinger basse, elle est en train de se mettre à plat et on est sur un ancien plus bas dans la tendance haussière précédente. Alors peut-être que 263 marquerait le début de quelque chose. Alors, est-ce qu'il faudrait commencer à acheter à ce moment-là? Non, pour moi, non. Le niveau qui me semblerait, la zone qui me semblerait possible, c'est voilà, c'est cette zone-là, et même la sortie, voilà, la sortie de cette zone-là. Vous voyez, j'ai vraiment une zone ici hein, qui a servi de support, c'est vraiment une zone de polarité.
Donc, si on arrive à franchir cette zone 307-325, peut-être qu'on pourra se poser la question de repartir vers le haut. Et le dernier que je voulais vous montrer, c'est construction et matériaux. Il est aussi laid que real estate, si je le trouve. Où est-ce qu'il est? Construction et matériaux. Il est un peu en retard dans la baisse, mais là aussi, il y a vraiment aucun signe. La moyenne mobile 20, elle capte les cours et on n'a pas pour l'instant de niveau de support avant un peu cette zone, hein. On y est dessus, non, on y est dessus. On est sur une zone de support, pardon. On est sur cette zone, voilà, on est sur une zone de support. Bon, est-ce qu'elle va tenir? C'est pas du tout évident. Euh, Moi, je vois beaucoup plus casser. Et revenir, de toute façon, ouais, c'est clair, il faut au moins refranchir le niveau ici à 500, je n'arrive pas à lire, 556 pour commencer, franchir la MM20 aussi, pour commencer à s'intéresser au secteur. Voilà, on va passer aux actifs que je voulais vous montrer pour la revue technique des marchés et pour les actifs que vous m'avez demandé. Il profite que ça charge, excusez-moi un instant. Si vous avez une question, hein, profitez-en. Faire une petite pause, je fais une petite pause pour vous laisser vous exprimer. A priori, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions, on va continuer. Alors, on va commencer par notre ami le CAC. Ah, oui, Bertrand, tout à fait, hein. Vous me demandez la distribution baisse car les consommateurs, eh bien, ils consomment moins. Oui, c'est très très clair que avec une inflation qui n'est qu'à un peu plus de 5% en France parce que il y a un bouclier énergétique qui a été mis en place, mais dans les autres pays européens, on est à 7, 8 et on est même à 9 en Grande-Bretagne. Et on s'attend en Grande-Bretagne à passer les 10%, alors que les salaires ne suivent pas. Donc automatiquement, il y a une contraction de la consommation. Et puis on l'a vu tout à l'heure dans le graphique de confiance des consommateurs, on est d'un niveau de pessimisme qui est assez extrême. Alors le CAC en hebdomadaire. Donc là, je suis toujours avec le logiciel VBA. Donc là, on est venu sur une vraie zone support, une vraie zone de support ici, hein, qui avait permis de couper au moment de ces trois mèches, ces trois bougies rouges hebdomadaires qui étaient les bougies qui étaient liées à l'intervention russe en Ukraine. On avait quand même pas mal baissé. On est revenu chercher ce niveau. On a ouvert un gap il y a une quinzaine de jours baissier. On va revenir en daily après. Et par contre, pour l'instant, le niveau ici de 5873 est un niveau qui semble pour l'instant tenir. Et c'est le niveau sur lequel on a un rebond. On va passer en daily, en quotidien. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses à dire et voir sur ce graphique. La première, donc, on a ouvert le 13 juin un gap baissier ici aux alentours de 6105, 6160, 6180. On est venu tester hier et aujourd'hui, plutôt vers le début de la séance, on est venu tester ce gap. Les vendeurs sont clairement, ils nous ont expliqué qu'ils sont là. À 6160, pour l'instant, les vendeurs sont très présents.
Ce niveau de 6160, vraiment un cluster de résistance, c'est-à-dire il y a une convergence de résistance. Il y a le gap, bien entendu. Il y a, on voit là, les bandes de Bollinger sont en train de se refermer. Et dans la période de renfermement des bandes de Bollinger, on regarde en permanence la position des cours par rapport à la moyenne mobile 20 périodes. Généralement, si on n'arrive pas à franchir la MM20, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'utilisation ou de potentiel de volatilité. Et dans ce cas-là, on voit généralement les cours repartir à la baisse. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est la MM20. Ensuite, si je regarde le dernier mouvement baissier, alors je me suis mis à ce niveau-là parce que c'est celui qui est le plus représentatif du point, hein, c'est mon 5873, c'est vraiment le niveau que je considère comme étant le vrai niveau de support. Et on s'aperçoit que dans cette même zone passe le 38,2, le retracement 38,2. Là aussi, c'est un retracement qui est important, c'est un niveau vraiment important. Si on n'arrive pas à le franchir, si, comme ils l'ont montré depuis 2 jours, les vendeurs sont très positionnés ben, justement sur ce cluster, sur cette convergence de résistance, dont le 38,2, là, le risque de repartir vers le bas, lui, sera fort. Donc, le franchissement de ma zone de gap ici, hein, 6160, 6180, oui, 6180 en chiffre rond, est absolument déterminant pour voir le rebond se perpétuer. Si rebond il y a, on a un premier niveau objectif qui est également une convergence. C'est une zone de résistance, hein, on a vu c'était un support, voilà. C'est également le retracement 50% de ce mouvement de baisse. On est au niveau de 6244. Et puis au-dessus, au niveau de 6300, 6300 25, excusez-moi, 6330, 6343, eh bien, on a à la fois un nouveau gap baissier et le retracement 61,8. On va passer un petit instant, voir pour ceux qui pratiquent en Ishimoku, si on a quelque chose de plus. On a, à proximité du 50%, on a le passage de la Kijun. Mais ça ne donne pas pour l'instant de choses extrêmement plus que ce que l'on a vu de cette manière-là. On va regarder le S&P et je me remets en hebdo. Alors, je vais pas tout développer mon écran, mais si vous voulez le faire, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Là, j'ai un retracement de Fibonacci qui correspond à tout le rallye entre le point bas de la mi-mars 2020 et le point haut du tout début du 3 janvier 2022. Donc, pour euh, suivre et pour quantifier la consolidation par rapport à ce grand mouvement, j'ai mis les retracements Fibonacci. Et on voit que le 38,2, on l'a cassé subrepticement, et puis, comme sur les autres actifs, hein, la semaine dernière, on a commencé un rebond, et pour le moment, on a repris ce niveau de 38,2. Le niveau ici également, je ne l'ai pas, tiens, hop, c'est mon 38,2, je peux aussi l'indiquer, donc il est à 3815. Ce 3815 également, on va voir en daily que on a ouvert un gap haussier à ce niveau-là, et puis on voit que c'est le niveau qui, qui a fait support ici mi-mai. C'est un niveau qui a fait résistance pendant plusieurs semaines en janvier 2021. On l'a cassé, on l'a refranchi, on est revenu le tester avant de repartir. Donc ce niveau de 3815 est un niveau important en hebdomadaire. C'est le retracement 38,2 de tout le rallye, plus un niveau de polarité
Donc un niveau important. On va passer maintenant en daily. Donc voir ce qui s'est passé ces derniers jours, ce qui se passe, puisqu'on est en direct hein, là sur la plateforme. Donc, on retrouve donc, notre mouvement baissier, alors qui date déjà depuis le mois de janvier, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir là, les derniers mouvements. Voilà donc ce dernier mouvement sur lequel on a ouvert un premier gap. On a ouvert un deuxième gap que l'on a refermé il y a quelques jours, le 24 juin. Et on est actuellement, donc on a ici ce gap, le gap qu'on a ouvert justement le 24 juin, le gap haussier, c'est le passage du 38,2 et on est actuellement en essayer de s'approcher du bas de ce gap baissier 3974, 4020. Alors, pareil, les bandes de Bollinger sont en train de se refermer. On regarde ce qui se passe par rapport à la moyenne mobile 20 périodes. Pour l'instant, la moyenne mobile 20 périodes fait totalement résistance. La journée n'est pas clôturée, mais on est en train, si ça continue comme ça sur l'après-midi américaine, eh bien, on va faire une figure de retournement. On risque d'avoir une figure de retournement qui s'appelle une étoile du soir. Et il est clair que la rupture de ce gap haussier mettrait certainement fin au rebond et nous ramènerait eh bien, vers le précédent gap à 3706 et puis bah, les plus bas aux alentours de 3660. Donc on voit quand même que l'on a notre mouvement, il est complètement baissier et et ça il faut bien euh, comment dire, avoir ça en tête, c'est que une belle bougie, même comme celle du 24, c'est une superbe bougie. C'est ce qu'on appelle en analyse technique un Marubozu, c'est-à-dire qu'on ouvre au plus bas de la journée et on ne fait que monter pendant toute la journée et on clôture au plus haut. Donc normalement, c'est une bougie qui est extrêmement dynamique et c'est qui donne un vrai signal, encore plus par le fait qu'elle a ouvert un gap haussier. Mais on ne l'a pas confirmé. Très souvent, ce que l'on regarde, il faudra le voir à la clôture, quand on a une bougie comme ça, on regarde la rupture du milieu de la bougie. Si on clôture en dessous du milieu de la bougie, ça voudra vraiment dire que eh bien, les vendeurs ont repris la main et on a moins de chances d'aller franchir le gap. Donc, on est toujours dans un mouvement baissier au niveau des indices. Le CAC est dans une tendance baissière, le S&P est dans une tendance baissière, et tout rebond est un rebond, est une consolidation en tendance baissière. Ceux qui font du court terme, hein, ou s'il y a parmi vous des gens qui font de l'intraday ou qui font du swing trading, eh bien, le caractère classique, c'est eh bien, effectivement, en tendance baissière, on vend les rebonds. On va regarder l'euro-dollar. L'euro-dollar, je vais passer en hebdo. Alors bon, il n'est pas beau, hein. Il n'est pas beau du tout. Donc la tendance, elle est très, très, très baissière. Hein, si je vais même jusqu'en 2017, on a fait une pointe qui était à 1,25. Non, c'est combien cette pointe? Ouais, elle était à 1,26. On a eu une première baisse jusqu'à 1,06. On est bien reparti jusque vers 1,18, 1,20. Et depuis fin décembre 2020, c'est-à-dire depuis un an et demi, eh bien, c'est une descente aux enfers, hein, tout simplement. Alors, les raisons, on en a parlé. On a eu une croissance pendant la période qui était supérieure aux États-Unis par rapport à l'Europe. On était dans une situation où en Europe, eh bien, surtout depuis à peu près un an,
on est toujours on était toujours en taux bas, en taux négatif, alors que les taux avaient déjà commencé à monter, avaient passé le zéro, et les taux long terme avaient eux aussi déjà commencé à peu près euh, juste avant l'élection de M. Biden, donc à l'automne 2020, eh bien, les taux américains avaient commencé à monter. Donc, on avait une meilleure rémunération sur du bond américain que sur de l'euro, enfin sur du dollar en fait, hein, sur du dollar. Puisque pour acheter des bonds américains, il faut acheter des dollars. Donc, meilleure rémunération sur le dollar, meilleure confiance dans l'économie américaine par rapport à l'économie européenne. Donc, on a cette tendance qui est baissière. On a fait un rebond, et ce n'était qu'un rebond ici, au mois de mai. On est remonté, on a revu 1,07. On va venir, je vais passer aussi en Nishimoku, hein. On va revenir en daily. On va revenir en daily. Et je vais passer en Nishimoku parce que c'est très clair en Nishimoku. Voilà. Alors, on a eu donc le rebond dont on a parlé tout à l'heure. Pour ceux qui pratiquent, je pense qu'il y en a s'il y en a quelques-uns parmi, il y en a quelques-uns parmi vous, on est revenu tester le nuage ici, mais la lagging span n'a jamais réussi à franchir sa propre Kijun, donc on est reparti vers le bas. Et là, on est maintenant à cheval depuis quelques jours sur un niveau d'équilibre important qui s'appelle la Kijun, qui est ici, que je vais indiquer. Voilà. Et vous voyez que ce niveau, eh bien, depuis le 10 juin, on n'a jamais réussi à le reprendre en clôture quotidienne. Pardon, excusez-moi, juste hier. Pardon. Juste hier, on a réussi à le reprendre. Mais sinon, eh bien, on est capé pour l'instant sur ce niveau de 1,0570. Alors, les possibilités. Alors, vers le haut, bah, vous voyez, les bandes de Bollinger sont en train de se refermer. On est en train de repasser en dessous de la moyenne mobile 20 périodes. Donc, tout est possible, hein. Mais les niveaux au-dessus qu'il faudrait d'abord, le premier niveau à reprendre, il est ici, c'est à 1,0640, puis au-dessus 1,0730. Sincèrement, je ne les vois absolument pas. Je vois absolument pas l'euro en mèche. Il peut revenir chercher le premier niveau. Le deuxième, je pense, c'est difficile. On est quand même en tendance baissière. Ce ne sont que des rebonds en tendance baissière. Les taux américains sont supérieurs aux taux européens. La Fed, elle va continuer à augmenter ses taux, alors que l'Europe, pour l'instant, elle est timide aux alentours de 0,25. Donc, le mouvement global de l'euro-dollar, c'est un mouvement orienté à la baisse. On va passer, parce que je vois que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, on va passer sur les actifs qui ont été demandés. Si je voulais vous montrer si une chose, on parlait de secteur, je voulais vous montrer donc l'indice des matières premières, ce qu'on appelle le CRB. Voilà, un indice qui est le CRB, alors qui est assez proche des ressources de base qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a une tendance, là je suis en hebdomadaire, on a une tendance donc sur l'indice matières premières, donc c'est toutes matières premières confondues, hein. Donc vous avez aussi bien les métaux industriels comme le cuivre, comme l'aluminium, vous avez le gold, vous avez des matières premières agricoles. Vous avez le blé, vous avez des matières premières, des carcasses de viande, vous avez du jus d'orange. Donc vous avez vraiment l'ensemble des matières premières qui sont agrégées dans cet indice CRB. Donc vous voyez, on a tendance, elle est de toute façon toujours haussière. Et en fait, la dernière petite consolidation qu'on a eue, elle est là. Et donc il va falloir surveiller sur le CRB ce niveau à 298, 300 hein, en chiffres ronds. Et la rupture de ce niveau, qui en plus, pour ceux qui font de l'Ishimoku, c'est la Kijun hebdomadaire, eh bien, la rupture sera un véritable signe. Alors,
moi, je ne l'anticipe pas encore. Il va falloir pour moi un peu de temps parce qu'on voit que la bande de Bollinger Haute, elle monte très très vite ici. Et c'est une grosse résistance. Et je pense que dans 2 semaines, on va la retrouver pratiquement au niveau ici de la Kijun. Donc, il va falloir que les bandes de Bollinger, la bande basse, se mettent à plat pour que l'on puisse, eh ben, tout simplement, aller tester le nuage haussier, mais de sortir de la tendance haussière et passer en tendance neutre. Donc on est toujours haussier, mais vous voyez, je ne les ai pas indiqués, mais on a ouvert la semaine dernière un gap baissier. Cette semaine, non, il y a 2 semaines, on a ouvert un gap baissier. La semaine dernière, on a ouvert un gap baissier. Et pour l'instant, ben, on est un peu au niveau de l'ouverture. Gérard me dit Ishimoku monte toujours. Vous me dites ça pour le CRB. Quand vous dites Ishimoku monte toujours, qu'est-ce qui monte en Ishimoku pour vous? Enfin, à quoi vous voulez faire allusion, Gérard? Oui, au CRB. Oui, oui, bah, le nuage, il monte, là, tout monte, hein, ça c'est très clair, parce qu'on est en tendance haussière qui est quand même, elle vient de loin. Et vous voyez, on est sous la Tenkan. Bon, c'est pas bien grave, si on vient la rechercher, ça n'a aucune importance. Mais bon, on a cassé la Tenkan en gap. Et là, on se rapproche, et le niveau à suivre important, c'est ce niveau de Kijun. On va regarder les actifs que vous m'avez demandé, et je vais commencer par un actif que je n'aime pas du tout. Et je vais expliquer pourquoi je n'aime pas cet actif qui s'appelle Advicen. C'est une, euh, c'est une petite société dans le domaine médical. C'est une start-up. C'est une start-up depuis longtemps. C'est une société qui fait 2 à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires ces dernières années et qui marque entre 12 et 14 millions de pertes. Elle a consommé en 5 6 ans, elle a dû consommer de l'ordre de 35 à 40 millions d'euros de fonds propres. Quand on regarde son bilan à fin 2021, eh bien, les fonds propres ont fondu, je crois, à 300 000 euros. Donc, il a dû se passer, je n'ai pas suivi, hein, il a dû se passer peut-être un apport des actionnaires ou une augmentation de capital en début d'année ou au cours d'année. Mais on est encore fait partie de ces sociétés, de ces startups qui, je crois que c'est 45 millions de valorisation, je crois si j'ai bien regardé, sur Advicen, mais c'est un peu la pièce jetée en l'air. Soit les investisseurs connaissent l'entreprise, connaissent le secteur, sont capables de juger l'avancée des recherches et des différentes phases qui mènent vers la MM. Mais pour quelqu'un qui est un peu un novice ou qui n'est pas un spécialiste, c'est pour moi c'est très compliqué de pouvoir se positionner sur des sociétés comme celle-là qui peuvent, euh, qui peuvent évoluer dans n'importe quel sens en fonction eh bien, d'un rejet d'une phase 2, d'un rejet en phase 3. On a vu, je pense toujours à l'exemple de GenFit, qui est, mais si je ne dis pas de bêtises, hein, qui, suite à un refus de passage en phase 3 du produit qui donnait le plus d'espoir, est passé, je crois, de 25 euros à 5 euros, hein, en ordre de grandeur. Donc, déjà, la personne, je ne sais pas si elle est présente ce soir, qui m'a posé la question. Si vous connaissez bien l'entreprise, si vous êtes capable de juger ses recherches, l'avancée des recherches et la qualité des recherches, pourquoi pas? C'est véritablement un actif, c'est vraiment une société pour spécialistes. Euh, L'analyse technique, elle est pas forcément mauvaise. On retrouve quand même des points de support, de résistance, hein, comme on a ici à un peu moins de 7 euros, là, à 6, non, 6,70 euros. Hein. On a fait un niveau qui a bien fait support. On est reparti, on est revenu le tester, on l'a cassé, on est revenu le tester. C'est relativement propre, hein. On n'est pas obligé d'être en Ishimoku pour ceux qui ne le pratiquent pas.
Mais globalement, euh, on a une situation pour moi qui n'est pas... euh, je ne suis pas sûr qu'on aille énormément plus haut à court terme. Pourquoi? Parce que les bandes de Keltner sont en dehors des bandes de Bollinger. Et ça, c'est une situation où, dans, je veux dire, 95% des cas, on ne passe pas. Il faut laisser le temps aux bandes de Kettner c'est-à-dire à avoir une instauration de, comment dire, de volatilité ou de momentum de volatilité. Quand les bandes de Keltner sont extérieures, elles sont elles-mêmes une résistance importante. Donc, vous voyez, on a essayé aujourd'hui de sortir de la bande de Bollinger haute et on a clôturé à l'intérieur, juste à l'intérieur de la bande de Bollinger. Alors, peut-être qu'il y a un mouvement qui se prépare sur la société, je ne dis pas le contraire, mais il faudra que tous les éléments, au moins sur le plan technique, puissent se mettre pardon, dans le bon sens, à savoir une bande de Keltner qui rentre sous la Bollinger et une bougie verte dynamique qui sort de la bande de Bollinger haute. Et dans ce cas-là, les objectifs techniques, on a un premier, celui dont je parlais, 6,70, un deuxième qui est un peu moins propre ici, hein, un peu moins propre à 7,75. Si effectivement on ne continue pas à progresser, c'est-à-dire que si on vient casser le niveau ici à 4,79, eh bien le rebond qui a été amorcé il y a un mois et demi, eh bien deviendrait caduc. Alors, Biocinex. Biocinex, on va passer en hebdo d'abord, commencer. Voilà. Alors, Biocinex, excusez-moi. Biocinex vient, si j'aplatis, d'une très belle tendance haussière qui a démarré eh bien, en mars, comme beaucoup, hein. En mars 2020, on était à 3,13 €, on est monté au-delà de 30 euros. Donc une multiplication par 10, bravo. Et puis bon, là, on est maintenant dans des phases un peu plus raisonnables et on peut considérer que l'on est, ça va être à on est voilà, dans un range. On peut considérer qu'on est dans un range, on est dans une consolidation horizontale. Alors, je me méfie toujours des consolidations horizontales quand on est en haut de tendance. Parce que ça peut tout simplement vouloir dire que l'on est dans une phase que l'on appelle une phase de distribution. C'est-à-dire que, notamment les grosses mains qui ont accumulé pendant toute la montée, eh bien, sont en train de se défaire du papier tout doucement, tout discrètement, de manière à bien, que ça se voit le moins possible et que les cours, du fait de leur vente, ne repartent pas à la baisse. Donc, ils maintiennent un flux de vente, comment dire, ils assurent la liquidité pour les acheteurs, en d'autres termes. Donc on est dans cette phase comment dire, de consolidation horizontale. On est dans une phase où les bandes de Bollinger sont à plat. On est dans une phase, on est en hebdo, hein, où on est autour de la moyenne mobile 20 périodes. Donc j'aurais tendance à dire que pour l'instant, on est électrocardiogramme plat. Donc, à long terme, le premier niveau à franchir pour une vision long terme, on va venir en daily après, hein, c'est 21 euros. Ou, à contrario, le risque, c'est une ouverture vers le bas de la bande de Bollinger et la rupture bien, du range, c'est-à-dire descendre en dessous de 10,55. Et là, effectivement, on aura vraiment, si on casse cette zone-là, on peut s'attendre à ce que la baisse, le rythme de la baisse s'accentue. Parce que ça voudra dire que tous ceux qui voulaient sortir, eh bien,
on réussit à sortir voilà. Alors, bon, je peux peut-être maintenant enlever, j'ai plus besoin de ça. Je vais enlever le. Ah, voilà. Alors, en daily maintenant. Alors, on a un peu un schéma pour l'instant qui est pas d'une grande clarté encore. On a eu une impulsion qui nous a permis de sortir des bandes de Bollinger. Malheureusement, la Keltner était au-dessus. Donc, vous voyez, on n'a pas réussi même à franchir en clôture la bande de Keltner. Et puis, quand la bande de Keltner est passée à l'intérieur, on a eu une belle bougie qui a donné un signal très positif. Et puis, ben, pour l'instant, on est en train de dessiner une figure de retournement. Alors, on est aussi sur un niveau ici à 18,90 qui est un niveau lourd. On voit c'est un niveau support, résistance, 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 support, résistance. On l'a cassé en gap d'ailleurs. Et puis, donc, on a échoué dessus. Donc, la première chose pour pouvoir continuer vers le haut, c'est de franchir ce niveau de 18,80 18,90 €. Niveau au-dessus, niveau très propre, hein, 19,94 et 21,04. Là, on a des niveaux qui sont propres. Ensuite, maintenant, vers le bas, on a un premier niveau, mais c'est pas celui-là qui m'intéresse le plus. Le premier qui m'intéresse, c'est 16,85. Pourquoi? Parce que si on continue à descendre, la bande de Bollinger, la moyenne mobile 20 périodes va le reprendre, les bandes vont commencer à se fermer, et là, le mouvement de hausse, ce mouvement ici, ben, il risque de mal finir. Ce qu'on peut faire aussi, c'est non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bien. Voilà. C'est de mettre les retracements de Fibo. Et là, vous voyez mon niveau, c'est exactement le retracement 50. D'où l'importance de ce niveau. Sa rupture serait un très mauvais message. C'est un niveau qui, bon, on a vu, c'est un niveau de polarité, hein. C'est un niveau de polarité, c'est le 50%. Ce serait assez grave de le casser. Et derrière, si on casse le 61,8, hein, ici, eh bien, c'est retour immédiat, probable, vers l'origine. Donc pour l'instant, euh, on n'est plus dans la phase de la dynamique haussière hein, que l'on avait précédemment. On en est un peu sorti. Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, on est un peu les pieds dans le ciment. Dassault Systèmes. Alors, lui aussi, ça a été une star de la cote pendant 2 ans, hein, pratiquement. Enfin, même avant, hein, on va de loin. On a une tendance haussière absolument fabuleuse. Sur beaucoup d'actifs, je ne l'ai pas fait sur tous, mais c'est très souvent intéressant de placer les retracements de Fibonacci entre le démarrage du rallye, donc mi-mars 2020, et le sommet début janvier 2022. Et c'est souvent, les niveaux sont souvent bien propres. Et on s'y arrête régulièrement et ça permet bien de quadriller le terrain. Alors, quand on regarde au niveau de Dassault Systèmes, donc lui aussi début janvier, même avant, fin novembre, pardon, mi-novembre, donc on a commencé le reflux et donc on a une tendance, euh, une baissière, un plus haut, un plus bas, un plus haut, plus bas que le précédent, un plus bas ici, plus bas que le précédent. Vous voyez que dans cette partie-là, où les bandes de Bollinger, surtout la bande haute, elle était extrêmement tournée vers le bas, eh bien, on n'a jamais réussi à franchir la moyenne mobile 20 périodes. Donc, le mouvement baissier était parfaitement bien orchestré. On a un rebond la semaine dernière. On va passer en daily
pour l'analyser d'un petit peu plus près. Voilà. Alors, on est dans une phase de refermement des bandes de Bollinger. On est également sur un niveau ici de polarité. Il est au moins depuis hier un niveau de polarité, ici à 37,11. Donc on a eu un niveau de support et ici un niveau de résistance. Donc le premier niveau à franchir, c'est celui-là. Je pense que avec une vision graphique, hein, uniquement graphique, les bandes de Bollinger se referment. On devrait normalement eh bien, évoluer autour de ce niveau, de la moyenne mobile 20 périodes, de cette zone de ce niveau de support hein, aux alentours de 36 euros. Il faudra quand même bien faire attention qu'on arrive, pour l'instant, en clôture, on n'a pas véritablement franchi la bande de Bollinger, la moyenne mobile 20 qui est baissière, qui est très baissière. Donc là, pour l'instant, on est plutôt dans une phase où eh bien, on a le rebond s'est arrêté et on est en train de repartir vers le bas. Donc, je ne vois pas d'évolution extrêmement favorable dans le futur. La bande de Keltner qui fait aussi résistance, elle est elle est pas bien loin, hein, elle est à 38. Donc, je pense que le retour, comme on en parlait tout à l'heure, le retour vers la technologie, on l'a vu lorsqu'on a regardé le stock 600, c'est pas encore pour tout de suite. Alors Alexandre me dit, peut-on penser à une sortie des capitaux étrangers en masse depuis 2022 qui provoque toutes ces descentes? Je pense que c'est la sortie de tous les investisseurs, Alexandre, hein. Euh, vous avez depuis le début de la baisse, même si certains actifs ont baissé. euh, on a eu un rallye extraordinaire entre mars 2020 et janvier 2022. Ça veut dire que la quasi-totalité, je vais dire, des investisseurs étaient gagnants. Et puis quand vous êtes bien, quand vous êtes gagnant et quand vous commencez à voir, eh bien, le fait de toucher un plus haut, un nouveau plus haut, et que vous commencez à avoir une consolidation, eh bien, vous commencez à être prudent, vous commencez un petit peu à sortir. On a vu des phases hein, sur un certain nombre d'actifs, on en a vu un tout à l'heure, quand je vous disais, ben, on est au-dessus, c'est sur Biocinex, on est au sommet d'une tendance haussière, eh bien, on est en phase de distribution et les grosses mains par rapport à la taille de la société, hein, eh bien, sont en train de sortir. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est que on a un grand nombre d'investisseurs de fonds. Après, tout dépend de la réglementation des différents fonds. Certains n'autorisent pas à avoir plus d'un pourcentage, je ne sais plus exactement lequel, combien, un pourcentage de liquide. Il faut que les fonds soient investis. Alors à ce moment-là, ben, on passe d'un compartiment à un autre, mais globalement, l'ensemble des investisseurs qui avaient tous gagné beaucoup d'argent ont mis de l'argent au chaud. Donc, Dassault Systèmes, pour moi, la recovery, c'est pas tout de suite. Alors, Yves me demande quels sont dans ces conditions les actifs refuges. Ben, c'est un peu les secteurs qu'on a vus tout à l'heure, hein. C'est les secteurs qu'on a vus tout à l'heure, à savoir la santé, les télécoms, euh, oil and gas, l'énergie. Ce sont aujourd'hui les actifs refuges, c'est la value. C'est la value. Pourquoi la value, notamment? Eh bien, c'est des structures qui sont généralement, c'est des grosses structures industrielles, donc et souvent dans des secteurs, ben, les gens sont obligés, en ont besoin. On a besoin d'en acheter, on a besoin d'énergie, on a besoin de se chauffer, on a besoin de prendre la voiture. Donc, et qui ont des structures de bilan très lourdes, distribuent des dividendes de manière importante, eh bien,
On a des actifs qui descendent moins ou peu. Et par contre, on a des distributions de dividendes, des distributions importantes. Donc, ben, dans des situations difficiles, eh bien, on met un peu plus d'argent, on se décale vers la value. Et à ce moment-là, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le ratio gross value, eh bien, il est en baisse. La value est en train de reprendre le dessus. Donc, ce que vous appelez, ce qu'on peut appeler aujourd'hui les actifs refuges, en fait, pour moi, il y a un et un seul actif refuge. Le seul actif refuge, c'est le dollar. Après, il y a des actifs qui, dans le cadre d'une rotation sectorielle, permettent de traverser dans de meilleures conditions une période de difficulté. Et c'est effectivement ces active value qui eh bien, reviendront baissent moins, reviendront à leur niveau initial, et puis ben, pendant ce temps, l'investisseur il aura touché 1, 2 dividendes de 5, 6, 7, 8%. Bon, c'est pas un mauvais calcul hein, pour un investisseur à long terme. Voilà en fait ce qu'on peut appeler, parler sur les actifs refuges. Alors on va aller sur Equasens. Alors, on va d'abord commencer en weekly, comme toujours. Et on voit que, en fait, un peu comme beaucoup d'actifs, eh bien, on est sur des bandes de Bollinger qui sont horizontales et on est avec une volatilité long terme qui se stabilise, avec des bornes qui sont des bornes relativement propres et qui correspondent pratiquement au plus bas que l'on ait pu voir, c'est-à-dire en gros entre 70 et, 70 et 80, 87 euros. Donc on est, je dirais, un peu au milieu de nulle part. Des bandes de Bollinger qui sont fermées, une moyenne mobile 20 périodes, on est juste dessus. Donc on est sur une situation de, pour l'instant, une situation d'équilibre. On va passer en daily. On va retrouver à peu près les mêmes phénomènes. Donc en daily, on est dans une tendance, ben, une tendance qui était baissière, plus haut, plus bas, un plus haut, plus bas que le précédent, un plus bas que le précédent, et un plus haut, pardon, excusez-moi, un plus haut, plus bas que le précédent, et c'est là où, eh bien, pour l'instant, la tendance baissière, elle est un peu entre guillemets, puisque là, on a fait un plus bas, plus haut que le précédent, mais à nouveau un plus haut, plus bas que le précédent. Donc on est dans une situation un peu de non-tendance. Et c'est ce que décrivent les bandes de Bollinger en hebdomadaire. Et c'est ce qui se passe actuellement en daily. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce gap? Ah oui, bah alors il a dû être fermé. Il existait, voilà. Oui, le gap a été pas tout à fait fermé d'ailleurs. Il n'est pas tout à fait fermé ce gap. Il n'est pas tout à fait fermé. Je vais essayer de d'être. Hop. Et mon gap, il est maintenant. Hop. Ah, c'est dur avec un. J'espère que ça se. Voilà. Avec un gros curseur. J'ai essayé de le grossir pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, euh, on est venu aujourd'hui. Alors, c'est une vraie bougie d'incertitude. Mais pas forcément positive. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc, on avait hier franchi, en période de baisse, de fermeture des bandes de Bollinger, on a franchi la moyenne mobile de 20 périodes et on est venu attaquer la résistance suivante, ici. Voilà. Qui a fait donc ici support, ici résistance, ici support, nouveau niveau de polarité à 81,18. Et à 81,18, les vendeurs ont pris la main. Donc, pour l'instant, eh bien, on ne peut pas beaucoup toucher à une action comme celle-là, parce qu'on ne sait pas dans quelle direction elle va aller. Alors, comment on va le savoir? Eh bien, si on repart en consolidation, on met nos retracements de Fibonacci ici,
et on suit les différents niveaux, ce qui se passe sur les différents niveaux. Ici, vous voyez, le 38,2, c'était le bas du gap qui a été, ouais, il a été juste fermé le gap, hein, waouh, juste fermé, hein, pile poil, hein. Donc, le premier niveau, il y a le 38,2 ici, c'est un niveau important. Donc, il faudra regarder ce niveau si on va le tester 77,51. Et puis, les niveaux en dessous, le 50, le 61,8, c'est celui qui avait donné la deuxième impulsion. Si on le casse, c'est terminé. Retour à l'origine. Alors, je voulais rapidement vous montrer Hermès très très vite. En fait, le luxe. On est, bon, même en daily, ouais, rester en daily. En daily, donc on a Hermès, c'est depuis le mois de novembre, depuis ses sommets historiques vers 1700 euros, on est dans une tendance baissière et avec une oblique baissière de résistance. Alors, on est donc tendance baissière, on a un plus haut ici, on a un up plus bas, on a un nouveau plus haut plus bas, et là, on a fait le dernier plus bas, et on est en train de rebondir sur ce dernier plus bas. Voilà, à peu près bien. Donc, on a, depuis hier, on est justement sur l'oblique baissière. On est à la croisée des chemins. Et qui plus est, ce niveau est un niveau support, résistance, franchi en gap, support, support, et là, il y a résistance. Donc, c'est un niveau, on est sur un niveau 1094. 1094 est un niveau important. C'est lui qu'il va falloir franchir si on veut continuer le mouvement donc, qui a été amorcé ici le 16 juin. Alors, on a un deuxième niveau qui est important, et c'est s'il est cassé de manière significative, eh bien, ça sera vraiment dommage parce que c'est le 61,8. Lorsque l'on franchit le 61,8 en clôture, eh bien, on a vraiment un espoir de revenir à l'origine du mouvement, c'est-à-dire vers 1142. Pour l'instant, donc on a dans la zone 1073-1094, c'est là où tout va se jouer. Soit on arrive à la franchir et à ce moment-là, on va d'abord attaquer le gap ici à 1122, puis c'est 1144. Si cette zone-là est vraiment cassée, si vraiment les vendeurs reprennent la main, eh bien on revient pareil avec les différents niveaux de Fibonacci. Donc on a eu un beau rebond sur le luxe, mais je suis pas sûr, là aussi. Je suis pas sûr. Vous me demandez Bertrand Nishimoku. On n'est pas bien Nishimoku. Donc, je suis pas sûr que ce soit encore pour le luxe le bon moment. En hebdomadaire, on est mal. Et en daily, en Ishimoku, on est mal. On est juste, on retrouve, c'est très bien ça. On retrouve très bien, oh là là, c'est superbe. On retrouve là aussi, eh bien, cette même problématique, puisque qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on était en train d'arriver, ce niveau de 1094, c'est l'entrée du nuage. Donc, c'est un élément en plus de résistance. Donc, on a vraiment, à ce niveau-là, sur 1094, on a un vrai cluster de résistance. Et puis, si on le franchit, eh bien, il faudra même aller au-delà du 100%, au-delà du mouvement initial, c'est-à-dire pratiquement, il faudra aller vers 1156, 1160, dans cette zone ici, 1156, 1160, pour pouvoir s'affranchir du nuage et pouvoir repartir vers le haut. Et vers le bas, eh bien, on voit là que le 50%, ce qui n'est pas surprenant, c'est la Kijun, et on est sur les niveaux dont on a parlé. Euh, M'avait été demandé médian technologie. Médian technologie, on va aller sur pareil, l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, et on a une figure un peu à la Hermès, quoi.
On a fait à la suite d'un rallye, du grand rallye, on a fait un plus haut ici à 18,35. Et puis vous voyez, on est sous une oblique basse qui est très très propre, hein. Elle est très propre. Et on est actuellement, eh bien, pareil, au contact de l'oblique basse. On est en Ishimoku, on est sous le nuage. Alors, quand on est dans ces circonstances et qu'on a un rebond euh, sur des niveaux de support, souvent on remonte le long du nuage. C'est un peu ce qui s'est passé. Et là, si on arrive à franchir, on a un objectif ici qui est le twist de nuage, si on franchissait, qui est à 14,34. Mais euh, cette configuration de nuage haussier qui passe à nuage baissier, quand on arrive sur le twist, dans 90 ou 95% des cas, on repart à la baisse. Donc, si on arrive à franchir, si Median Technologies arrive à franchir son oblique baissière, on va revenir en daily après. Si la personne qui m'a posé la question avait une envie d'achat, euh, il faudrait que, de toute façon, elle donne 14,27 comme objectif, à mon avis, qui passera pas. Et encore, il faudra vraiment que la bande de Bollinger haute arrive un peu à se retourner. On va passer en daily. En daily, eh bien, on est pour l'instant dans une situation en Ishimoku où les cours sont au-dessus du nuage, mais la lagging span, elle est en dessous du nuage. Donc, on est vraiment, on vient donner un élément d'incertitude supplémentaire. Donc, en fait, tout va se passer sur le franchissement de cette oblique, le franchissement de 13,04, et puis ici, j'ai c'est une zone de polarité en fait, hein, une zone de polarité haute qui correspond, en fait, d'ailleurs, elle correspond, si je ne dis pas de bêtises, elle devrait correspondre, hein, 14,27, elle doit correspondre, voilà, ici, à mon twist de nuage. Donc, en plus, c'est une grosse zone de long terme, une grosse zone de résistance. Alors, si ce que j'ai de positif, c'est que là, ici, j'ai la moyenne mobile 100 hebdomadaire qui, pour l'instant, tient à peu près la route. Je vais revenir en daily. Je vais revenir en daily. Et donc, là, en daily, eh bien, nos bandes de Bollinger, elles font résistance. Donc, il faudra regarder par rapport à la tenue du nuage. Et effectivement, si on arrivait à casser le nuage, eh bien, la probabilité sera enfin, c'est de revenir vers le support ici à 9,70 et même, eh bien, de refaire une jambe de baisse dans la tendance baissière supplémentaire. Euh, je voulais vous montrer Sanofi. On parlait tout à l'heure de la santé, de la santé qui se portait pas mal. Donc là, on est en hebdomadaire et on voit que, eh bien, Sanofi est quand même dans un. J'ai peut-être même une oblique que je n'ai pas oubliée, mais je ne sais pas si elle est. Est-ce qu'elle est propre, cette oblique? Ouais, 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 ouais. Donc j'ai une oblique haussière. Donc on voit que quand même que Sanofi est dans un schéma. Non, c'est orange, pardon. Excusez-moi. Je me suis. Mais de toute façon, je voulais vous montrer orange aussi. Excusez-moi, Pierre. Oui, c'est orange. J'ai cliqué à côté. Mais de toute façon, Orange, c'est les télécoms, et je voulais vous montrer Orange. Donc, on va commencer par Orange. Donc, on est sur une dynamique haussière, on est sur une tendance haussière en hebdo. Là, je suis en hebdo. On est sorti au-dessus du nuage. La lagging span est au-dessus du nuage. Et alors, par contre, on a une zone de résistance qui est très importante. Elle a été ouverte pendant la grande baisse. Là, on est début mars 2020, hein. Beaucoup d'actifs, hein, ont présenté, même en hebdomadaire, euh, des, pardon, des gaps. J'ai pas mis le niveau du gap. Hop et hop. Donc, un gap 11,88, 12. Donc, notre tendance, on a rebondi sur l'oblique. Donc, il y a normalement, on devrait continuer à monter.
Alors, on a là ici une zone de résistance qui est assez copieuse également. Et d'ailleurs, on s'est cassé le nez une fois il y a un bon mois. Parce que pour ceux qui font de l'Ishimoku, j'ai ici deux plats de SSB qui vont sacrément arrêter les cours. Donc j'ai vraiment une zone ici que je vais indiquer en fait 11,88, 12, 11 qui va être pas très simple à passer en daily. Eh ben, il faut d'abord qu'on sorte du nuage et puis on retrouve nos niveaux. On voit en daily que vraiment là, notre oblique hein, et le bas de nuage, ils ont été testés et puis ils ont bien tenu. Donc Orange maintient pour l'instant maintient sa tendance haussière avec un objectif eh ben, tel que... Alors ça va prendre un peu de temps parce qu'il faut que notre bande de Bollinger se remette à plat et se retourne de l'autre côté. Mais bon, ça c'est déjà arrivé et ça peut tout à fait se reproduire. On va regarder Sanofi là maintenant, effectivement. Alors Sanofi, je vais repasser en hebdo. Je vais repasser en hebdo. Alors Sanofi, eh bien, on est dans une tendance haussière. Vous vous rappelez, sur les indices, on avait fait les plus hauts la semaine du 3 mars. Eh bien, du 3 janvier, pardon. La semaine du 3 janvier, elle est là. Alors, quand les indices ont perdu 20 ou 25%, eh bien, lui, Sanofi est passé de 87 à 104, c'est-à-dire qu'il a pris à peu près 18 à 20%. Donc, on est en hebdo dans une tendance haussière. On poursuit notre tendance haussière. On fait un plus bas, un plus haut, un plus haut que le précédent, un plus haut que le précédent, un nouveau plus bas ici, plus bas que le précédent. On est en tendance haussière à long terme sur Sanofi. En daily. Donc, en daily, donc, dans notre tendance haussière, on retrouve notre plus bas. Donc, on a ce support ici qui est un niveau, qui est un niveau extrêmement important, 94,10. Ça a été un niveau de résistance pendant un bout de temps, un niveau de résistance là, pratiquement en fait entre en janvier et fin mars 2022. On l'a franchi, on n'est pas tout à fait revenu le tester, on est revenu le tester ici. C'est un niveau de polarité, c'est lui qui a déclenché avec cette bougie qui est un vrai signal acheteur, et donc avec la poursuite du mouvement qui me paraît tout à fait possible. Donc, on est sur des plus hauts historiques, avec déjà des objectifs euh, pardon, d'abord, il faut franchir 101. Après, donc, c'est 104,30 et 106,60. Téléperformance m'avait été demandé. Alors, je vais tout sortir. Ça va être le dernier, je pense il est déjà 8h moins 20. C'est le dernier, d'ailleurs, on est quasiment terminé. Le dernier. Alors, Téléperformance a été pendant longtemps hein, une des stars un peu de la cote, hein, comme l'a été Dassault Systèmes, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Voit depuis 2019, on est passé de 130 euros à 400 euros. On a un plus bas ici. Tiens, on va essayer de mettre les retracements. Je ne l'ai pas fait. Donc du rallye, je vais l'appeler le rallye pandémie. Ouais, on s'est arrêté dans la zone du 38,2. Du 50, pardon, du 38,2. Du 50. Donc on voit qu'on a eu un niveau ici de support qui a très bien tenu, donc aux alentours de 274. Donc là, on est sous le nuage. La lagging span, elle, elle a réussi, elle n'est pas sortie du nuage, donc elle a la place pour l'instant pour remonter un petit peu. Mais on est dans une tendance baissière très claire. On va passer en daily. Donc en daily, ben, on retrouve évidemment notre tendance baissière en daily. Là, je l'ai laissé la moyenne mobile sans période qui est une grosse résistance, une grosse résistance, qui est souvent le cas dans les tendances baissières. Au début de la tendance baissière,
les premières moyennes mobiles qui font résistance, c'est souvent la moyenne mobile 65. Et quand on avance dans la tendance, c'est souvent la moyenne mobile sans période. Et là, on est vraiment dans ce cas-là. Et on voit que le niveau actuel de la moyenne mobile, c'est le dernier plus haut dans la tendance, aux alentours de 319. Donc, pour l'instant, on est au contact et sur un rebond. On est au contact donc d'une toute petite zone que j'ai mis ici, qui est une toute petite zone de polarité, mais toute petite, 295-297, qui a tenu sous forme de support, a été cassé, mais vraiment pas en gap. On est revenu la chercher pas plus tard qu'hier, et pour l'instant, on ne la tient pas. J'ai mis également les retracements de Fibonacci du dernier mouvement baissier, donc il faut toujours les avoir. Donc on voit qu'on a coincé sur la Kijun qui évidemment, enfin évidemment parce qu'il y a plus de 26 périodes depuis le plus haut, donc qui est le retracement 50%, et pour l'instant on ne franchit pas le 50%. Alors, on est dans un schéma qui est aussi un peu en Ishimoku, un peu caractéristique des tendances baissières, à savoir que quand on commence à s'approcher du nuage, eh bien, les acheteurs commencent à se sentir des ailes. On se demande pourquoi. Et très souvent, on va tester la moyenne, là, on va tester la Kijun. Ici, elle est plate. Alors, où on passe, et à ce moment-là, on va essayer d'attaquer le nuage. C'est le cas le moins fréquent, d'autant plus que ici, dans le cas de Téléperformance, vous avez des bandes de Bollinger ici qui sont en train de se refermer. Et on est là au contact de la moyenne mobile 20 périodes. Donc, moi je pense que le franchissement du 50% de cette zone de polarité, il ne va pas être simple. Euh, il peut se produire, hein, il peut se produire. On peut poursuivre le mouvement de rebond, hein. On a eu quand même ici une belle impulsion haussière, une magnifique bougie verte. Le problème, c'est qu'elle est venue s'écraser sur cette zone-là. Donc au-dessus, eh bien, on a à nouveau une petite zone ici entre 300, 301, 303, qui est à la fois le 61,8 et une zone ici une zone de résistance. Si on arrive à franchir 61,8, ben, on a des chances d'aller avec le temps. Après, on va se fracasser sur le nuage, à mon avis. Je pense plus dans la période qui vient que l'on va se replier gentiment, et puis de manière à franchir enfin, à franchir dans le temps le nuage, eh bien aux alentours de la zone, dans celle-là, entre le bas du nuage ou un petit peu plus bas, on va dire entre 280 et 300 euros. J'ai un peu de mal à imaginer qu'on ait dans ces conditions-là un franchissement qui augure d'aller vraiment revenir, ce que devrait être l'objectif, revenir à 320. Voilà. Bon, on a pu voir à peu près 80, plus de 80% des actifs qui ont été demandés. Je vais prendre une dernière question, si vous le souhaitez, avant que l'on se quitte. Je crois que c'était bon, non, enfin, je crois que c'était une question, je dirais un peu plus large, parce que je ne vais pas reprendre un actif alors qu'il y en a deux ou trois qui ont été proposés. Ah ben non, il y a Valourec qui avait été proposé. Donc je vais prendre Valourec d'abord. Oui, je vais prendre Valourec. C'est Alexandre qui l'a posé la première. Et puis en fait, à Valourec m'avait été demandé. Donc la dernière, c'est Valourec. Alors Valourec, on va évidemment repasser en hebdo.
Alors, Valourec venait d'un énorme mouvement baissier, 2020, qui nous a amené de 36 euros à 4 euros, quoi. On a tout perdu, quoi. Et là, donc, beaucoup, on a commencé une période de reprise. Une période de reprise, et pour ceux qui travaillent en Ishimoku, on a quelque chose de très caractéristique, c'est que on a franchi au niveau d'un twist de nuage. Donc, franchir au niveau d'un twist, et puis avec deux bougies qui sont des bougies hebdomadaires, vraiment des belles bougies, des bougies musclées. Et on est donc, effectivement, le mouvement démarre et on a trouvé pour l'instant une résistance sur 14,32 et qui est une résistance en fait qui a été, c'est un niveau qui a été travaillé ici en 2020 et surtout eh ben, a bloqué à deux reprises de manière violente. Euh, Violente, oui, parce que regardez, la première, le premier, on a pris une bougie derrière. Quand on a testé ce niveau, les vendeurs sont revenus avec grande force. Et puis, regardez, la bougie, elle est passée dans la semaine de 14,30 et on a clôturé à 11,30, 11,34. Donc, on a perdu 25% dans la semaine. Je ne parle pas de la deuxième fois où on est venu tester. Là, carrément, ça a été le massacre des acheteurs. Là, on est revenu tester une troisième fois. On n'a pas réussi à franchir. Mais par contre, vous voyez que la réaction a été un peu différente puisque, eh bien, on a consolidé. Bon, tendance haussière, là, plus haut, pardon, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Bon, on consolide, il n'y a rien que de très naturel. Mais par contre, on n'a pas pris ce que j'appelle vraiment une grosse claque, comme on a pris les deux fois précédentes en perdant, quand on a touché, en perdant 25 ou 30%. Là, pas du tout. Alors, il y a quelque chose que je voudrais voir, mais on le verra peut-être plus en daily. Je ne suis pas sûr d'avoir. Oui, on a un tout petit gap encore ici. Alors, donc on est venu tester donc ce niveau de résistance. On s'est replié sur le support en dessous, qui est un niveau, vous voyez ici, qui a un niveau de polarité, à 11, 11, 17, support, support. Bon, on a tenté d'aller plus haut, on n'est pas revenu, on est revenu sur résistance, pardon, résistance, 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 re-résistance, on franchit, on revient tester polarité, on repart, on revient tester polarité. Et là, pour l'instant, eh bien, c'est un niveau sur lequel 11-17, les acheteurs sont présents. Et là, on a rebondi sur quasiment cette zone, même à la fin de la semaine dernière, sur cette zone. Donc, on peut tout à fait imaginer que, eh bien, on est reparti pour aller retester une nouvelle fois le niveau de 14,33. Je vais descendre en daily. Alors, en daily, voilà. Alors là, on est venu tester ce niveau de 11,17. Eh bien, c'était le bas du nuage. On est venu tester le bas du nuage et les acheteurs ont repris la main sur le bas du nuage. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement favorable. On a néanmoins, je vais le mettre parce que je ne l'avais pas mis. Je ne l'avais pas mis parce que je ne l'avais pas vu, tout simplement. Hop, ici, on a quand même un gap. Voilà. Alors, euh, quand vous dites, Dominique, LS devant trou, qu'est-ce que vous pouvez préciser votre phrase? Lagging span devant trou, quel trou? Alors, pendant que vous posez votre question, je continue. Donc, premier, oui, oui, mais qu'est-ce que vous appelez devant trou? Oui, bien sûr, la lagging span, oui. Expliquez-moi ce que vous indiquez par devant trou. Alors, premier niveau pour repartir, pour continuer le rebond, c'est évidemment de franchir la Kijun ici,
à 12,77. Euh, Niveau sur lequel, eh bien, les vendeurs, pour l'instant, hein, aujourd'hui, les vendeurs sont présents sur 12,77. Donc, il faudra continuer à regarder dans les jours qui viennent. Soit, effectivement, les vendeurs maintiennent leur position sur 11, sur 12,77. Et à ce moment-là, la lagging span, elle passera facilement. En fait, la lagging span, elle a un passage ici. Il y a deux passages possibles pour la lagging span. Je vais. Il y a deux passages possibles. Il y a le passage idéal qui est celui-là, et un passage un peu moins idéal qui est ben, un peu comme ça. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, non, je ne sais pas ce qui se passe. Il va bien falloir passer ou par le bas ou par le haut. Le risque que l'on a, c'est que ce qui se passe, c'est qu'on fasse ça. Mais bon, on n'en est pas là. Alors, bon, premier niveau, donc 12,78 pour aller chercher 13,26 et puis le plus haut 14,33. En cas d'échec, eh bien, le risque, c'est que la lagging span, elle recasse sa Kijun. Et à ce moment-là, eh bien, on revient tester le bas du nuage. Et puis, ben, après, on verra ce qui se passe. Si on revient dans les jours qui viennent, en plus, c'est sur un niveau de support ici. Un niveau de support ici, ouais, et qui va se trouver. Euh, non, je vais plutôt le descendre un peu. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. C'est plus. Ouais, c'est un peu plus. Oui, c'est un peu plus ça. Oui, c'est plus propre. Voilà. Et dans les deux, trois jours qui viennent, ça va être le bas du nuage. Donc, si jamais on se replie comme on a commencé en deuxième partie de journée, il faudra surveiller ce niveau de 11,90. Si on le casse, eh bien, on repart vers 11,17. Voilà Alexandre, j'ai répondu, c'était Alexandre, hein, il me semble, oui, c'était Alexandre, j'ai répondu à votre question. Donc il me reste à vous saluer, à vous souhaiter d'abord un bon appétit, une bonne soirée. Soyez prudents en ce moment dans les investissements, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, hein. Il y a, il y a des possibilités de commencer, puisque on est plus très loin du bas. Il y a des secteurs aujourd'hui, vous voyez, on a vu quand même quelques actifs qui sont en tendance haussière. Donc il y a toujours la place à des investissements prudents, avec des stops, avec des positions, surtout si vous avez des visions moyen, long terme, par exemple à l'intérieur d'un PEA à plusieurs mois, donc sur des actifs qui sont, malgré les situations actuelles en tendance haussière, lorsqu'on a une bonne configuration, il est tout à fait possible de rentrer. Bonne soirée et puis, eh bien, à très bientôt. Au revoir.